As-tu déjà réfléchi à la façon dont cette innocente cuillère à café de sucre dans ton café du matin a voyagé d'une haute tige verte dans un champ tropical jusqu'aux cristaux blancs immaculés qui se dissolvent dans ta tasse? Et si je te disais que ce voyage implique des machines suffisamment puissantes pour écraser des arbres entiers, des températures plus élevées que l'eau bouillante mais sous vide, et des chambres rotatives tournant à des milliers de révolutions par minute? Chaque année, plus de 180 millions de tonnes de sucre sont extraites de la canne à sucre dans des installations si gigantesques qu'elles consomment la récolte de milliers d'hectares en une seule journée. Ces géants industriels fonctionnent à une échelle si colossale qu'une seule sucrerie moderne peut traiter assez de canne en une heure pour remplir une piscine olympique de jus pur. Mais voici la partie vraiment remarquable. Les usines les plus avancées accomplissent cela tout en générant leur propre électricité, en créant des sous-produits précieux à partir de ce qui était autrefois considéré comme des déchets, et en opérant dans un système en boucle quasi fermé. Bienvenue dans l'extraordinaire monde de la production industrielle de sucre, là où l'abondance agricole rencontre l'ingénierie de pointe pour créer l'un des ingrédients les plus appréciés de l'humanité. Notre voyage commence dans d'immenses étendues de champs de canne à sucre vert émeraude qui s'étirent jusqu'à l'horizon comme un océan sans fin d'herbes verticales. Ce ne sont pas des plantes ordinaires. Les tiges de canne à sucre peuvent atteindre jusqu'à 15 pieds de hauteur, leurs tiges épaisses stockant de précieuses molécules de saccharose qui ont évolué comme réserve d'énergie de la plante. Mais voici le détail crucial. À partir du moment où une tige de canne est coupée, une horloge invisible commence à tourner. Le saccharose qu'elle contient commence à se transformer en sucre simple, se dégradant en qualité à chaque heure qui passe. Ce compte à rebours biologique conditionne toutes les décisions du processus industriel qui suit. La culture moderne de la canne à sucre s'est transformée en une opération agricole minutieusement chorégraphiée. Les champs sont plantés selon des cycles soigneusement planifiés, garantissant un approvisionnement continu tout au long de la saison de récolte, qui peut durer de 6 à 8 mois. Des systèmes avancés guidés par GPS cartographient chaque hectare, suivent la maturité des cultures et optimisent les calendriers de récolte jusqu'au niveau de sections individuelles de champs. Lorsque la teneur en sucre atteint son pic, typiquement de 16 à 20% du poids de la tige, la récolte mécanique commence. C'est là qu'entrent en scène les moissonneuses mécaniques, des machines imposantes qui ressemblent à un croisement entre une moissonneuse-batteuse et un engin de film de science-fiction. Ces bêtes d'acier, pouvant peser jusqu'à 20 tonnes et mesurer la longueur d'un autobus, avancent dans les champs avec une précision méthodique. C'est ici que l'ingénierie rencontre l'art agricole. Des lames rotatives à l'avant tranchent la base des tiges de canne au niveau du sol, tout en coupant simultanément les feuilles au sommet. Dans un mouvement continu, les tiges sont acheminées vers des mécanismes internes qui les découpent en tronçons d'environ 14 pouces de long. La capacité de récolte est absolument stupéfiante. Une seule moissonneuse moderne peut traiter entre 60 et 100 tonnes de canne à sucre par heure, fonctionnant jour et nuit pendant la haute saison. C'est à peu près le poids de 50 automobiles toutes les 60 minutes, coupées, nettoyées et hachées automatiquement. Des batteries de puissants ventilateurs créent des tunnels de vent artificiels à l'intérieur de la machine, soufflant feuilles et débris, tandis que les tronçons de canne, plus lourds, tombent dans des bennes de collecte. Certains modèles avancés disposent de capteurs de hauteur guidés par laser qui ajustent automatiquement les lames de coupe, garantissant une récupération optimale des tiges tout en évitant la contamination par le sol. Mais la récolte n'est que le début d'une course soigneusement orchestrée contre la biochimie. Tu te souviens de ce compte à rebours biologique? Une fois coupée, la canne commence à se détériorer immédiatement. Les normes de l'industrie exigent que la canne récoltée atteigne l'usine en moins de 24 heures,
idéalement bien plus tôt. Chaque heure de retard peut coûter jusqu'à 1% de sucre récupéré en moins, ce qui se traduit par des millions de dollars de pertes pour une grande exploitation. Cette urgence a donné naissance à des réseaux logistiques sophistiqués. Des flottes de camions spécialisés, certains transportant jusqu'à 30 tonnes de canne par chargement, forment des convois continus entre les champs et les portes de l'usine. Des systèmes de suivi GPS surveillent chaque véhicule, optimisant les itinéraires et coordonnant les arrivées pour éviter les goulets d'étranglement. Les communications radio maintiennent les équipes de récolte synchronisées avec les opérations du moulin, ajustant les rythmes de coupe pour correspondre à la capacité de traitement. C'est une chorégraphie agricole à l'échelle industrielle, où le timing n'est pas seulement essentiel, c'est la seule chose qui compte. Lorsque les camions franchissent les portes de l'usine, ils entrent dans un royaume de précision industrielle. Première étape, le pont bascule, où chaque chargement est pesé au kilogramme près. Mais les usines modernes ne se contentent pas de mesurer le poids. Elles extraient immédiatement des carottes d'échantillons à l'aide de sondes hydrauliques qui pénètrent au cœur de la cargaison. Ces échantillons sont envoyés en urgence au laboratoire sur site, où des analyseurs automatisés mesurent la teneur en sucre, le niveau de fibres et les impuretés en quelques minutes. Ces données déterminent le paiement aux agriculteurs et permettent d'ajuster en temps réel les paramètres de traitement. Les chargements acceptés sont dirigés vers d'immenses stations de réception où des plateformes hydrauliques basculent les camions entiers, déversant des tonnes de canne sur des convoyeurs en mouvement. L'échelle ici défie toute compréhension intuitive. Une grande sucrerie peut recevoir 10 000 tonnes de canne par jour, ce qui signifie que la zone de réception gère environ 7 tonnes chaque minute lorsqu'elle fonctionne à pleine capacité. Des grappins mécaniques, d'énormes pinces capables de soulever plusieurs tonnes à chaque prise, gèrent les parcs de stockage de canne, déplaçant les stocks pour assurer un traitement première entrée, premier sortie. Avant que le traitement ne commence, la canne doit être méticuleusement nettoyée. De puissants jets d'eau, dans de grands laveurs rotatifs en forme de tambour, éliminent la terre, les pierres, le sable et les résidus de feuilles. Il ne s'agit pas seulement de propreté, le sol et les cailloux endommageraient les équipements de broyage délicats en aval et contamineraient le produit final. L'eau de lavage elle-même s'intègre à l'équation du zéro déchet. Elle est filtrée et recyclée en continu tout au long de chaque poste de travail. Des séparateurs électromagnétiques inspectent ensuite la canne nettoyée, détectant et retirant tout débris métallique qui aurait pu se mélanger à la récolte, fils de clôture, pièces de machines ou fragments d'équipements agricoles. Les systèmes de convoyeurs organisent alors la canne en un flux continu et uniformément réparti qui alimente le cœur du moulin, la station d'extraction. Nous atteignons maintenant le véritable début de la transformation. La canne préparée entre dans une série de rouleaux massifs appelés moulins. Et quand je dis massif, je parle de cylindres en acier plein pesant jusqu'à 30 tonnes chacun, mesurant plusieurs pieds de diamètre. Ces moulins sont disposés en trains successifs, typiquement 4 à 7 unités alignées, chacune appliquant une pression de plus en plus élevée. C'est là que l'ingénierie devient extraordinaire. Le premier moulin utilise de lourds rouleaux cannelés tournant en sens opposé, entraînant la canne à travers des fentes à peine plus larges qu'un pouce, tout en exerçant une pression dépassant 250 tonnes par mètre carré. C'est l'équivalent d'empiler 50 éléphants sur chaque mètre carré de fibres de canne. Les tiges sont écrasées, déchiquetées et comprimées, libérant un jus vert et sucré qui s'écoule à travers des grilles perforées situées en dessous. Mais extraire chaque goutte de sucre précieux demande plus que de la pression mécanique. Entre chaque train de moulin, la fibre écrasée, désormais appelée bagasse, est aspergée d'eau chaude ou de jus dilué dans un procédé appelé imbibition. Ce système d'extraction à contre-courant fonctionne comme une sorte d'osmose inversée
tirant le sucre résiduel de la fibre par une série de dilutions successives. Au dernier moulin, le rendement d'extraction dépasse généralement 96%, ce qui signifie que moins de 4% du sucre initial reste dans la fibre épuisée. Le jus collecté dans tous les moulins est combiné et filtré, tandis que quelque chose de remarquable arrive à cette bagasse restante. Que devient cette masse de plusieurs tonnes de fibres broyées qui sort des moulins chaque heure? Dans les anciennes installations, elle était simplement brûlée ou jetée. Mais les sucreries modernes ont transformé ce sous-produit en principale source d'énergie, créant l'un des systèmes en boucle fermée les plus élégants de l'industrie. La bagasse émerge du dernier moulin avec une teneur en humidité d'environ 50%, encore humide, mais ne dégoulinant plus. Des convoyeurs transportent directement ce matériau fibreux vers d'immenses chaudières où il devient combustible. Voici l'efficacité remarquable. En brûlant la bagasse, on génère de la vapeur à haute pression qui entraîne des turbines produisant de l'électricité. Cette électricité alimente l'ensemble de l'usine. Broyeurs, pompes, centrifugeuses, convoyeurs, éclairage, tout. Mais ce n'est pas tout. Après avoir entraîné les turbines, la vapeur d'échappement à plus basse pression fournit la chaleur nécessaire aux étapes d'évaporation et de cristallisation en aval. Les grandes usines modernes n'atteignent pas seulement l'autosuffisance énergétique, elles produisent un surplus d'électricité, revendu aux réseaux régionaux. Une installation traitant 10 000 tonnes de canne par jour peut exporter de 20 à 40 mégawatts en continu, soit assez pour alimenter une petite ville. L'empreinte carbone? Essentiellement neutre, car le CO2 libéré a été capté récemment dans l'atmosphère lors de la croissance de la canne. C'est de l'énergie renouvelable à l'échelle industrielle, cachée à la vue de tous au cœur de la production de sucre. Pendant ce temps, le jus extrait, désormais en circulation à des milliers de gallons par heure, entame sa propre transformation. Le jus brut de canne est tout sauf pur. Il contient des solides en suspension, des débris végétaux, des cires, des gommes, des protéines et divers composés organiques qui perturberaient la cristallisation. Le processus de clarification élimine ces impuretés par une combinaison de chimie et de physique. D'abord, le jus est chauffé jusqu'à environ 105 degrés Celsius, tandis que l'on ajoute soigneusement de la chaux, hydroxyde de calcium. Cela augmente le pH et provoque la coagulation de nombreuses impuretés. Le jus chaud échaulé pénètre ensuite dans d'immenses décanteurs appelés clarificateurs, de grands réservoirs cylindriques de 15 à 20 mètres de diamètre où la gravité fait le travail. Pendant plusieurs heures, les particules en suspension sédimentent au fond sous forme de boue, tandis que le jus clarifié s'élève et déborde par le haut. Ces boues ne sont pas jetées. Elles sont filtrées à l'aide de filtres sous vide ou de filtres presse qui récupèrent le sucre résiduel, le renvoyant dans le procédé, tandis que le gâteau solide, riche en phosphate et en matière organique, devient un engrais agricole précieux. Encore une fois, rien n'est perdu. Le jus clarifié en sort doré et translucide, contenant environ 15% de sucre dissous dans l'eau. Mais la cristallisation exige des concentrations bien plus élevées. C'est là que l'évaporation entre en scène. Il faut retirer de l'eau, beaucoup d'eau. Le défi? Faire bouillir de l'eau demande une quantité d'énergie énorme. La solution représente l'une des inventions les plus ingénieuses du génie chimique. L'évaporateur multi-effet. Imagine une série de 5 ou 6 énormes chaudières appelées effets, chacune opérant à une pression et une température plus basse que la précédente. Le jus clarifié entre dans le premier effet, où la vapeur le chauffe jusqu'à ébullition. La vapeur d'eau générée ne s'échappe pas dans l'atmosphère, elle est dirigée vers le deuxième effet, qui fonctionne sous vide partiel à une pression plus basse. Là, cette vapeur devient le fluide chauffant, faisant bouillir davantage d'eau du jus à une température plus basse.
Cette cascade continue à travers les effets suivants, chacun réutilisant l'énergie du stade précédent. L'efficacité est remarquable. Une unité de vapeur injectée peut évaporer 4 à 6 unités d'eau grâce à cette réutilisation séquentielle de la chaleur. La concentration du jus passe d'environ 15% à près de 65% de sucre, se transformant d'un liquide clair en un sirop épais et visqueux. Sa couleur s'intensifie pour devenir ambre, tandis que le voyage se poursuit vers la cristallisation. Nous atteignons maintenant la transformation quasi magique au cours de laquelle le sucre dissous devient des cristaux solides. Cela se produit dans des chaudières à vide, d'énormes cuves capables de contenir 40 à 70 tonnes de sirop en ébullition sous des conditions de vide soigneusement contrôlées. Pourquoi le vide est-il si important? À pression atmosphérique, un sirop de sucre à 65% devrait bouillir à des températures dangereusement élevées qui caraméliseraient et dégraderaient le sucre. En abaissant la pression, on fait chuter le point d'ébullition à environ 70 à 80 degrés Celsius, suffisamment chaud pour une évaporation rapide, mais assez doux pour préserver la qualité du sucre. L'opérateur de chaudière, souvent considéré comme le poste le plus qualifié dans une sucrerie, contrôle une danse délicate entre température, pression et croissance cristalline. Le processus commence avec des cristaux semences, de minuscules particules de sucre introduites dans le sirop sursaturé. Ces graines deviennent des points de nucléation où les molécules de sucre dissoutes se fixent, construisant couche après couche des cristaux plus grands. Pendant 4 à 6 heures, l'opérateur alimente soigneusement le sirop tout en maintenant des niveaux de sursaturation précis. Trop vite, et les cristaux se développent de façon irrégulière. Trop lentement, et la production en souffre. L'objectif est d'obtenir une taille de cristaux uniforme, typiquement d'environ 1/2 millimètre, ce qui maximise à la fois le rendement et la qualité. Les opérateurs expérimentés savent lire la masse en ébullition à travers de petites fenêtres d'inspection, jugeant le développement des cristaux à leur aspect et à leur comportement. Lorsque la croissance atteint la taille optimale, l'épaisse mixture, désormais appelée masse cuite, contenant environ 55% de cristaux en suspension dans la liqueur mère, est déchargée dans des cuves de réception en dessous. La masse cuite contient à la fois des cristaux de sucre précieux et de la mélasse, le liquide sombre et visqueux restant après la cristallisation. La séparation se fait dans des centrifugeuses à grande vitesse, cousines industrielles des machines à laver, mais fonctionnant à des intensités bien plus élevées. Imagine des paniers cylindriques perforés de milliers de minuscules trous, doublés de fines toiles métalliques, tournant à 1200 à 1800 révolutions par minute. La force centrifuge, pouvant atteindre 1500 fois la gravité, projette la mélasse liquide vers l'extérieur à travers les ouvertures, tandis que les cristaux restent piégés à l'intérieur. La mélasse séparée s'écoule vers des systèmes de collecte pour un traitement ultérieur, ou la vente, tandis que les cristaux de sucre encore humides reçoivent un lavage final par pulvérisation pour éliminer le film résiduel à leur surface. Les centrifugeuses continues modernes traitent plusieurs tonnes par heure, contrôlant automatiquement le débit d'alimentation, le temps de rotation et la quantité d'eau de lavage. Le sucre brut obtenu atteint environ 99% de pureté, même s'il conserve encore une légère couleur dorée due à la fine couche de mélasse. Pour de nombreuses applications, cette qualité de sucre brut suffit. Mais, pour produire le sucre blanc éclatant, il faut un traitement supplémentaire. Les cristaux bruts sont à nouveau dissous dans l'eau pour créer une liqueur de sucre concentré qui subit une nouvelle clarification et une décoloration. Du charbon actif ou des résines échangeuses d'ions éliminent les dernières traces de composés colorants, de protéines et de minéraux. Cette liqueur purifiée traverse ensuite une nouvelle série d'évaporation et de cristallisation.
répétant en substance les étapes de chaudières à vide et de centrifugeuses, mais à partir d'une matière première beaucoup plus pure. Les cristaux de sucre raffinés obtenus atteignent une pureté de saccharose de 99,9%, totalement incolore et parfaitement coulant. Même après centrifugation, les cristaux contiennent encore environ 1% d'humidité. Pour un stockage et une manutention correcte, ce niveau doit être abaissé en dessous de 0,03%. Les cristaux passent alors dans des séchoirs rotatifs ou des séchoirs à lit fluidisés, où de l'air chaud évapore l'eau restante, tandis qu'un mouvement constant empêche l'agglomération. Des tamis vibrants classent ensuite le sucre séché selon la taille des cristaux. Les cristaux trop gros sont broyés puis retamisés. Ceux qui sont trop petits peuvent être dissous et recyclés. Les cristaux de taille parfaite rejoignent alors les silos de stockage, certains pouvant contenir des milliers de tonnes, où ils attendent d'être emballés. Les lignes modernes de conditionnement représentent l'automatisation à son meilleur niveau. Le sucre raffiné s'écoule depuis les silos supérieurs vers des systèmes de pesage de précision qui dosent des quantités exactes. 1 kg, 5 kg, 50 kg, selon les exigences du marché. Les balances électroniques compensent les variations de flux de cristaux, garantissant que chaque emballage respecte les poids légaux. Des machines à grande vitesse forment des sacs à partir de rouleaux de film d'emballage, les remplissent de sucre et les scellent en continu à des cadences dépassant 60 sacs par minute pour les formats destinés aux consommateurs. Des palettiseurs robotiques empilent les sacs finis selon un motif précis sur des palettes en bois, les enveloppant pour l'expédition. Une seule ligne d'emballage peut produire 150 tonnes de sucre en sachet au cours d'un poste de 12 heures. Le sucre en vrac destiné aux clients industriels suit d'autres chemins. Des systèmes de chargement pneumatiques remplissent des camions ou wagons dédiés avec 30 à 50 tonnes de sucre en vrac, tandis que des big bags alimentaires spéciaux servent les clients ayant besoin de quantités intermédiaires. Tu te souviens quand nous avons parlé de la bagasse utilisée comme énergie? Ce n'est qu'un élément du puzzle zéro déchet que les sucreries modernes ont construit. La mélasse issue des centrifugeuses devient une matière première pour la production d'éthanol, la distillation de rhum, des compléments pour l'alimentation animale ou des procédés de fermentation produisant tout, de l'acide citrique aux antibiotiques. Les boues de filtration issus de la clarification du jus, riches en phosphate, en calcium et en matière organique, retournent dans les champs de canne comme engrais organiques, réduisant le besoin en engrais chimiques. Même les cendres issues de la combustion de la bagasse trouvent une utilisation comme additif pour le ciment ou comme amendement des sols. Certaines installations pionnières ont poussé encore plus loin cette circularité, transformant la bagasse en matériau d'emballage biodégradable, en produits papetiers ou même en panneaux de construction. La recherche se poursuit pour extraire des composés de haute valeur à partir de la mélasse avant fermentation, avec le potentiel de produire tout, du biodiesel à divers produits biochimiques. L'eau utilisée tout au long du processus est traitée et recyclée. Les usines modernes fonctionnent avec des consommations d'eau bien inférieures à celles des anciennes installations, certaines se rapprochant de systèmes en boucle quasi fermée, où la seule eau quittant l'usine est celle contenue dans les produits ou perdue par évaporation. Prenons un peu de recul pour envisager l'échelle globale. Le Brésil, à lui seul, produit plus de 40 millions de tonnes de sucre par an, à partir d'environ 9 millions d'hectares de canne à sucre. L'Inde rivalise avec cette production. Avec la Thaïlande, la Chine et d'autres grands producteurs, la production mondiale de sucre issue de la canne dépasse 180 millions de tonnes par an. Cela représente bien plus qu'un simple rendement agricole. C'est un traitement industriel à une échelle vertigineuse. Les usines les plus grandes transforment de 15 à 20 000 tonnes de canne par jour pendant la saison de pointe, fonctionnant en continu 24 heures sur 24 pendant des mois.
Ces installations emploient directement des milliers de personnes et font vivre des dizaines de milliers de familles d'agriculteurs et d'entreprises connexes. La complexité de l'ingénierie y rivalise avec celle de n'importe quelle industrie lourde. Plusieurs disciplines se croisent dans une sucrerie. Agronomie, génie mécanique, génie chimique, contrôle des procédés, microbiologie et logistique se rencontrent toutes avec un même objectif: extraire la douceur de la manière la plus efficace possible. Et voilà, le voyage extraordinaire des hautes tiges vertes qui se balancent dans les champs tropicaux jusqu'aux cristaux blancs immaculés qui adoucissent ton café du matin. Nous avons vu des géants mécaniques récoltés à l'échelle industrielle, des systèmes de broyage appliquant des centaines de tonnes de pression, des chaudières transformant des déchets agricoles en mégawatts d'électricité, des chaudières à vide faisant croître des milliards de cristaux parfaits et des centrifugeuses tournant à des forces qui écraseraient un être humain. La production moderne de sucre représente une forme d'excellence manufacturière. Utilisation quasi parfaite de la matière, autosuffisance énergétique, coproduits valorisés issus de chaque flux de déchets, et automatisation garantissant une qualité constante tout en traitant des montagnes de matières premières. C'est l'abondance agricole rencontrant la précision industrielle, alimentée par la culture même qui est transformée, créant l'un des ingrédients les plus omniprésents de l'humanité tout en illustrant une approche industrielle durable. La prochaine fois que tu remueras du sucre dans ton thé ou que tu croqueras dans quelque chose de sucré, souviens-toi des machines colossales, de la chimie complexe, de l'ingénierie de précision et des milliers de personnes qui travaillent jour et nuit pour transformer une herbe fibreuse et coriace en ces petits cristaux parfaits. Du champ à l'usine puis à ta table, c'est une symphonie industrielle qui se joue dans les régions tropicales du monde entier. Si tu as aimé découvrir la complexité cachée derrière cet ingrédient du quotidien, abonne-toi à notre chaîne pour d'autres explorations au cœur des méga-usines qui produisent les objets que nous utilisons chaque jour. Des questions sur le processus? Laisse-les dans les commentaires. Et rappelle-toi, derrière chaque plaisir simple se cache une ingéniosité humaine extraordinaire et une puissance industrielle impressionnante. À la prochaine, et continue de te demander comment le monde autour de toi est fabriqué.